Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde dans laquelle nous allons interroger la science et la science-fiction autour de la question du génome et de l'évolution humaine. Plus particulièrement, nous allons nous intéresser à comment la science et les imaginaires se sont entre-inspirés sur le sujet pour contribuer entre autres à l'évolution de nos perceptions, de la perception de nos différences, donc dans nos sociétés, et peut-être aussi nous aider à faire société. Donc, pour discuter avec nous aujourd'hui, nous avons trois intervenants. Jana Debatte, qui est anthologiste, romancière et novelliste d'œuvres de science-fiction, de fantastique et de jeunesse. Elle a remporté de nombreux prix, notamment le prix Rosny-Aîné, Julia Verlanger et le Grand Prix de l'Imaginaire pour son roman La vieille anglaise et le continent, dont l'adaptation en BD est sortie l'année dernière, je crois. Également avec nous Julien Vaquez, qui est sociologue au laboratoire d'ethnologie et de sociologie comparative de l'Université de Paris-Nanterre. Il est spécialisé dans l'étude de la littérature de science-fiction et de ses usages par les scientifiques. Donc on est complètement dans le thème. Il est également éditeur et dirige la collection Angle Mort aux éditions de L'Œil d'Or, qui explore les frontières entre la science et la littérature, la réalité et la fiction, et entre le possible et l'impossible. Et enfin, nous avons Étienne Patin, qui est chercheur à l'Institut Pasteur et généticien des populations. Il s'intéresse à l'histoire évolutive de l'homme, et l'un de ses principaux thèmes de recherche est l'impact du métissage entre les populations humaines et notre adaptation génétique. Jusque-là, pas d'erreur. Pour commencer cette table ronde, j'aimerais revenir un petit peu sur poser quelques bases, et notamment quelques bases historiques. Donc, la façon de percevoir l'humanité dans sa diversité, et plus généralement précisément de catégoriser, de classifier scientifiquement ses représentants, a fortement évolué. Les théories racistes du début de l'anthropologie, reposant sur les races relativement figées dans le temps et hiérarchisées, ont été écartées. Mais est-ce qu'on a complètement abandonné l'idée de classifier les représentants de l'espèce humaine, et est-ce que la génétique a remplacé du coup les théories raciales? Je suppose que c'est pour moi. C'est pour toi. Bonjour tout le monde. Alors, effectivement, juste pour reprendre un tout petit peu, on a cette tradition scientifique de voir classer les choses. Et effectivement, au cours du XVIIe, XVIIIe, XIXe, il y a eu beaucoup de classifications de la diversité humaine. Principalement parce qu'on a tous envie de mettre un nom sur des objets, et sur les choses, et sur les gens, et parce qu'on a ce biais cognitif qui est celui de l'étiquetage, dont on peut revenir un peu après. On a tendance à vouloir mettre les gens dans des cases. Et donc cette conception ici, on sait aujourd'hui, comme tu le disais, qu'elle est pas viable, pour plein de raisons qu'on va peut-être pas détailler toutes. La première, c'est qu'on fait cette classification sur la base de critères morphologiques et morphométriques. Et on sait aujourd'hui que ces critères morphométriques, ils en fait représentent un long continuum dans l'espèce humaine. Pour vous donner un exemple bête, la plupart des classifications qu'on trouve dans les bouquins de collège du début du XXe siècle mettaient en gros les individus humains en 4 grands groupes, qui sont tout à fait subjectifs. Et puis quand on regarde un autre bouquin, il y en a 5 autres groupes qui ne sont pas les mêmes. Et puis souvent, il y a des populations entières qui sont absentes de ces groupes. Et puis surtout, les critères morphologiques qui sont pris en compte, qui sont souvent la couleur de la peau, ne permettent pas du tout aujourd'hui de classer les individus. Concrètement, si je prends toute la population humaine, je mesure sa couleur de peau avec un spectromètre, ça fonctionne très très bien pour avoir le niveau de pigmentation, ça fait un espèce de long continuum où il est très difficile de voir des distributions séparées les unes des autres. Donc concrètement, le critère morphologique ici pour classer les populations, ça ne marche pas. Donc ça, c'est le premier point. Brièvement aussi, le deuxième point, c'est qu'en fait cette représentation qu'on a des races humaines est basée sur ces critères morphologiques, et ces critères morphologiques eux-mêmes ne disent rien de leurs différences génétiques. Vous voyez, il n'y a pas de corrélation entre couleur de peau et différences génétiques. Des populations qui sont plus proches de l'équateur ont des peaux plus foncées, ça ne veut pas dire qu'ils sont proches génétiquement. Je vous donne un exemple encore plus concret. Les populations de Papouasie-Nouvelle-Guinée ont la peau foncée, c'est pas parce qu'ils sont de peau foncée qu'ils sont plus proches des populations africaines. Donc ça, c'est également un faux raisonnement complètement déconstruit aujourd'hui. Donc on a plein d'arguments pour ça, on ne va pas faire le détail de tout, et pour revenir un petit peu plus sur qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui en tant que généticien des populations, la première chose, c'est faire quelque chose de très très faux, c'est de continuer à classer les individus. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait en tant que scientifique? Pour ce biais que j'ai expliqué au tout début, même si on sait que c'est très limité et qu'on est vraiment dans une situation où on ne devrait pas faire ça, on continue à classer parce que c'est ce qui nous paraît le plus simple pour appréhender la diversité.
Mais en fait, tout ça est lié uniquement à un biais méthodologique. On s'intéresse ici à faire un arbre des différentes populations humaines, un arbre, et dans chacun de ces arbres-là, il y a une branche, et chacune des branches est indépendante les unes des autres. Il y a une branche africaine, il y a une branche européenne, une branche asiatique, et ainsi de suite. Ça, c'est une méthode que j'applique aux données, mais qui n'a aucune réalité scientifique. Pourquoi ? Parce que ces branches n'ont jamais été indépendantes. Il y a énormément de migration entre les populations, et énormément de métissage, qui fait qu'aujourd'hui, on sait très pertinemment que notre biais méthodologique en tant que généticien des populations et scientifique de vouloir classer n'a aucun sens parce que toutes les populations humaines sont issues de métissage. Yann ? Alors, je veux juste rebondir mythologiquement sur le biais de classification. C'est la première et la seule chose qu'Adam et Ève font dans le Jardin d'Éden, à part s'en faire chasser comme des malpropres, c'est qu'ils font défiler les animaux et les plantes pour leur donner un nom. Voilà, c'est vraiment très ancien et très marqué. Et c'est aussi dans la mythologie grecque, Épiméthée, Prométhée, c'est leur boulot de nommer les choses. Or, nommer les choses, c'est très important. Mal les classer, c'est presque aussi dommageable que mal les nommer. C'est encore un problème aujourd'hui en taxinomie, donc la science de donner des noms aux espèces. Hein. On a une définition d'espèce, c'est un grand débat qu'on ne peut pas forcément aborder rapidement ici. On va en parler un petit peu, je suppose, quand même. Mais la définition d'espèce, elle est fluctuante. Pourquoi donner tel nom à une espèce et un autre nom à une espèce qui est très très proche ? C'est complètement subjectif. Et la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on donne un nom ? Et pourquoi on ne veut pas se départir de ce nom-là, en fait, et pouvoir embrasser la diversité telle qu'elle est. Mais en fait c'est une question qui a l'air complètement philosophique, mais elle n'est pas que philosophique, elle est tout à fait adressable mathématiquement. On peut le faire avec la génétique, on peut en reparler si vous voulez, mais en fait on peut estimer un indice qui nous dit à quel point deux groupes d'individus, là je ne parle pas du tout d'espèces, de sous-espèces, de races ou de populations, mais deux groupes d'individus sont plus différents entre eux qu'ils ne sont différents au sein du groupe. Donc ça se mesure directement et on a une quantification de ça. Donc je peux vous en reparler, on a des critères qui peuvent être relativement objectifs pour dire oui, ces deux groupes forment deux groupes différents. Après, dire que ce sont ici des Africains, ici des Européens, là c'est autre chose. Et justement, est-ce que la génétique nous sépare-t-elle tant que ça ? Parce que j'avais cru voir quelque part que l'espèce humaine est une des espèces qui a le moins qui a le plus de similitudes intra-espèces. Donc, je crois qu'on a quelque chose comme 99,9%. Donc en fait, c'est un chiffre, alors peut-être qu'il est faux, je m'adresse à un spécialiste, mais du coup, est-ce que la génétique nous détermine tellement ? Est-ce qu'on ne pourrait pas classifier plutôt, ça sera plus pertinent de classifier les populations, je ne sais pas, par les aspects culturels, ce genre de choses-là ? Ouais. Alors pour répondre à la première partie de ta question, donc exactement pour la raison que je viens d'expliquer, on peut mesurer à quel point, avoir une mesure mathématique, à quel point les populations humaines sont différentes génétiquement. Et cette mesure-là, elle est simple. Comme je vous l'ai dit, on va avoir 3 groupes. Je vais prendre africains et européens pour un exemple classique. Un groupe où on mélange africains et européens et on mesure leurs différences tous entre eux. Un groupe où on prend que les Européens entre eux, que les Africains entre eux, et on mesure la différence entre eux. Et un groupe où on compare tous les Européens aux Africains. Et à chaque fois, on calcule une métrique qui va nous dire combien il y a de différences génétiques. Et quand on fait ça, on voit quoi ? On voit que 88% de la diversité génétique, elle est au sein des groupes. Il n'y a que 10% entre les groupes. Donc là, 12% pour le coup. Donc ça vous donne un indice vraiment très précis, mathématique, qui nous dit la diversité génétique qu'il y a dans l'espèce humaine. Elle se trouve à 88% au sein des populations, donc entre individus de la même population, alors qu'il ne reste que 10-12% entre populations. Pourquoi ça ? Exactement pour ce que tu viens de dire, on a une espèce qui est jeune. Les temps de divergence entre les différentes populations humaines, même en faisant abstraction de tous les métissages qu'il y a eu, dont je vous ai parlé précédemment, si on fait comme s'il n'y avait pas de métissage et on estime quand les populations se sont séparées les unes des autres, c'est au maximum 100 000, 200 000 ans, ce qui est rien du tout en temps évolutif par rapport à d'autres espèces, comme par exemple 2 sous-espèces du chimpanzé qui vivent l'une à côté de l'autre et qui sont séparées il y a plus de 500 000 ans. Pardon. Là, on est vraiment sur des temps beaucoup plus courts. Donc là, oui, on voit très bien, outre le métissage, qu'on est une espèce jeune. Je dis outre parce que ce métissage va faire qu'on a des différences génétiques encore plus petites entre les populations. Donc outre ce métissage, on est sur des temps très récents. Pour être tout à fait précis avec vous,
le temps de séparation le plus ancien entre populations humaines actuelles, et je parle de population ici par simplicité, donc c'est entre des groupes qui vivent dans le désert du Kalahari, donc les populations Khoisan, qui se seraient séparées il y a à peu près 300 000 ans de toutes les autres populations humaines. Donc évidemment, les premières divergences chez l'homme, c'est en Afrique, parce que c'est là d'où on vient, et donc les premières populations séparées sont des populations qui étaient et vivent encore en Afrique. Merci. Mais du coup, j'ai une petite question pour les spécialistes de la science-fiction aussi qui sont autour de cette table. C'est donc on a vu l'état de la science a évolué, en même temps que les mentalités aussi, la façon de le percevoir. C'est-à-dire clairement, il y a eu une interaction entre les préjugés de l'époque et les théories scientifiques de l'époque. Est-ce que cette évolution justement de la perception de la différence et notamment via le génome, mais également est observable en science-fiction? Comment est-ce que la science-fiction a aussi, par exemple, contribué à modifier les mentalités et donc l'état de la science aussi, et voire même carrément inspirer la science? Alors, je ne suis pas certaine que Octavia Butler, par exemple, ait inspiré la science-fiction, parce que autrice noire, elle était peu entendable au moment où elle a publié, puisque c'est en plein la lutte pour les droits civiques. Mais en revanche, la façon dont elle traite la question de la génétique comme un facteur de changement, pas seulement pour l'être humain, mais pour se débarrasser d'une caractéristique dont elle pense que c'est celle qui est la source de tous nos maux, à savoir le besoin de hiérarchie au sein du groupe humain. Et donc, par conséquent, cette hiérarchie, elle veut la sortir génétiquement de l'espèce. Et pour ça, elle va écrire environ 2 séries au moins de science-fiction. La série Xénogénèse, qui est le pic total de cette recherche, mais aussi la série Paterniste, Les Maîtres du réseau, qui est son premier, en fait, qui commence sur l'idée de 2 mutants immortels, dont chacun a la capacité la première, la femme, a la capacité de fusionner son ADN avec toutes les espèces vivantes, y compris à un moment un peu what the fuck, pardon pour l'expression, où elle devient un dauphin pour faire la gueule pendant environ 50 ans quand même. Hein. Donc elle se transforme en dauphin pour faire la tronche à son mec. Si. Mais c'est aussi la question de l'hybridation qui est pour elle la clé du changement. Donc entre ces 2 immortels, ils vont élever un cheptel afrodescendant de mutants qui sont à la fois psychokinétiques, ils font de la télékinésie, ils sont télépathes, etc. Et le fond du fond du système, ça va être la création d'une civilisation totalement connectée intellectuellement, psychiquement, avec un maître, le paterniste, le maître du réseau, et ils seront essentiellement noirs. Et en fait, ce qui est intéressant, notamment outre l'idée qu'on pourrait changer les rapports de domination à la surface de la planète, c'est que finalement, ça échoue, le projet de Butler. Hein. Elle commence par un échec flagrant de sa propre hypothèse. À savoir que le premier roman, c'est une dystopie abominable dans laquelle vous n'auriez qu'une envie, c'est larguer des bombes et fuir au plus vite. Puisque d'un côté, il y a ces paternistes qui gèrent l'esprit de toute la planète et de tous leurs subordonnés, mais d'une façon implacable et définitive. Il n'y a rien qui bouge chez les paternistes. Et de l'autre, en face, ils ont une espèce de mutant génétique physique. En fait, c'est des super humains, mais super bêtes. Et ils sont dirigés par un virus extraterrestre. Et ils sont en face sur la surface de la planète, et c'est fini, il n'y a rien d'autre. Et ça, c'est la fin du projet génétique de Butler, qui commence quand même par 2 personnes qui essayent de libérer les leurs. Il y a très longtemps, il y a 50 000 ans, en Afrique, et plus tard, aux États-Unis, quand ce sera toute la question de l'esclavage, ils donnent les pouvoirs à la communauté noire de se libérer de l'esclavage
tout en créant des futurs maîtres d'esclaves. Et le même Doro, là, le super être qui crée tout ça, ce n'est jamais qu'un docteur Mengele qui fait des expériences sur son propre, sur ses propres enfants. Donc on se retrouve avec l'idée, dans la première série de Butler, que en fait la génétique est une science extrêmement dangereuse. Et les aspects dangereux de la génétique, c'est Doro qui les représente, avec tout l'aspect dictatorial qu'il transporte avec lui. Je suis désolée, hein, je vous divulgue l'histoire, mais au fond, ça n'a pas d'intérêt, l'histoire. C'est la façon de la raconter. Et moi, je la raconte tellement plus mal que Butler. Et de l'autre côté, il y a Annie Wanwu, la dame métamorphe qui absorbe l'ADN des dauphins et dont la grande question, c'est sauver les siens. Et qui, au fond, a exactement le même projet que son mec. D'ailleurs, quand il va mourir, elle mourra aussi. C'est absolument génial, je trouve, de chercher une solution pour démontrer après qu'elle amène droit au gouffre. Que toutes les solutions humaines, là, dans Paterniste, c'est mort. Alors, dans Xénogenèse, c'est un peu différent. Elle imagine que nous sommes exterminés, là, dans les années qui viennent. Ça y est, on a fait la grande guerre où tout le monde est mort. Et en fait, au dernier moment, il y a de gentils extraterrestres, pas si gentils que ça, qui débarquent avec leur grand vaisseau, qui ramènent qui sauvent tous les rares survivants qui sont en train de mourir à la surface, et qui vont leur proposer le marché suivant. Alors, c'est un marché... disons que c'est une offre qu'ils ne peuvent pas refuser. Voilà, on va le dire comme ça. C'est se mélanger génétiquement avec eux pour créer une nouvelle espèce qui soit à la fois extraterrestre et à la fois terrienne, et que cette espèce, une fois qu'elle aura terminé sa première évolution, elle quittera la planète Terre et qu'elle aura enfin définitivement vidé de toutes ses ressources, et ça sera encore une autre espèce qui partira dévorer un autre monde, parce qu'il ne s'agit pas d'autre chose. Alors, qu'est-ce qu'il y a de libérateur là-dedans ? Déjà, c'est une autre narration du mythe blanc, colonisateur, qui est remplacée tout simplement par la version de Butler. C'est une autre façon, une autre mythologie qui remplace la mythologie blanche. Et là, c'est à ça que sert la génétique sur Butler. Et je vais m'arrêter là parce que sinon, je peux durer des heures sur le sujet. Non, mais par contre, si tu soulèves un point qui est intéressant, c'est la vertu, on va dire, d'alerte que peut avoir par exemple la science-fiction. Et justement, c'est une question peut-être pour Julien et aussi pour Étienne, mais comment est-ce que justement les œuvres de science-fiction peuvent justement interagissent avec les scientifiques, soit pour guider. Ce matin, justement, sur la précédente table ronde, il était question justement de ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit parfois pas faire. Comment justement les scientifiques peuvent s'approprier certains récits de science-fiction, notamment autour du génome, pour guider un peu leurs actions, que ce soit du point de vue éthique, mais peut-être aussi, par exemple, pour les inspirer. Donc là, on a dans la vertu, on va dire, d'alerte, mais ça pourrait aussi pour les inspirer pour trouver de nouvelles voies de recherche, par exemple. Je réfléchis en même temps. Je pensais déjà intervenir sur la question précédente, sur la diversité, l'altérité, la science-fiction. Et je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponses possibles en réalité. Déjà, le premier, je pense que la science-fiction, elle existe dans une société qui est traversée par tout un tas de courants. Et donc elle évolue avec la société, quoi. Et donc je pense qu'aujourd'hui, mais corrige-moi si je me trompe, je pense que déjà la population des gens qui font la science-fiction a vachement changé. Enfin, en tout cas, il y a quand même des changements. Il y a plus de femmes, il y a plus de personnes, et puis même à l'échelle internationale maintenant on met beaucoup plus en valeur des formes de science-fiction qui sont non occidentales, donc c'est aussi un rapport à la diversité. Enfin voilà, donc ça il y a déjà ce premier niveau de réponse qui est presque sociologique, j'ai envie de dire, sur la population du milieu de la science-fiction. Le deuxième niveau, c'est plutôt au niveau que tu as déjà commencé à explorer sur le discours qu'on peut essayer d'identifier à travers les œuvres. Et moi, je dirais que la science-fiction, sur ces questions-là, elle est quand même toujours oscillante entre deux pôles, qui est le premier, qui est l'exotisme, et le deuxième, qui est plutôt
la défamiliarisation, qui sont deux pôles opposés, parce que l'exotisme, c'est on nous montre l'autre, d'autres populations, des extraterrestres, d'autres espèces, mais d'une manière très rassurante. On sait pourquoi ils ne sont pas comme nous. Alors que la défamiliarisation, au contraire, c'est plutôt, c'est l'inverse en fait, c'est de nous dire, d'essayer de nous mettre à la rencontre de l'autre et de remettre en cause, mais en fait, qu'est-ce qu'on est nous par rapport à cette rencontre. Alors, je voulais rebondir là-dessus par rapport à Butler, qui est quand même la première écrivaine de SF noire. Donc là, on a on a déjà une vraie transformation du récit blanc de science-fiction, puisque ça a quand même été au départ une littérature de colons, de mecs du western, quoi. Et donc il y a ça, mais aussi dans sa propre série, celle dont je parlais, Paterniste, il y a un roman qu'elle a renié, dont elle a refusé qu'il soit réédité. Donc alors, je ne vais pas vous le raconter là, même si je pourrais. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'elle l'a renié? C'est ça qui est très intéressant. Parce qu'elle a écrit exactement le type de roman que vient de décrire Julien, à savoir celui où on regarde les personnes sous l'angle de l'exotisme, on regarde même les discriminations sous l'angle de l'exotisme, de l'insolite, mais jamais on les remet en question. En fait, on les rend invisibles par la triche qui est que le grand sauveur blanc, bon là, il s'agit d'une grande sauveuse noire, mais ça change rien. Elle arrive en terrienne puissante quand même. Et ben, il résout la question, mais au fond, non. Elle ne change rien. D'ailleurs, Butler appelait ça son roman Star Trek, parce que c'est exactement ce qui se passe dans Star Trek. Hein, les Blancs sauvent la situation, ou vitrifient tout sous un tapis de bombe, et c'est réglé. Du coup, sur la deuxième partie de la question, sur les... Alors, c'était sur... Rappelle-moi. Sur justement la réutilisation donc, par les scientifiques des écrits de science-fiction, ou l'inverse, l'inspiration par les auteurs de science-fiction d'œuvres scientifiques. Est-ce que, parce que je sais qu'il me semble que tu as travaillé la question sur certaines œuvres où justement il y a vraiment des relations qui existent entre les deux et des co-inspirations? Oui, tout à fait. Moi, je pense que le dialogue entre scientifique et la science-fiction, c'est constitutif de l'histoire de la science-fiction. Et je dirais même, en tant que sociologue, que c'est même constitutif de l'histoire des sciences. Mais ça, je pense qu'il y a des historiens qui seraient pas d'accord avec moi. Oui, donc c'est quelque chose d'assez complexe, et évidemment, c'est difficile de tracer des formes d'effets de causalité directe et linéaire, genre tel texte a inspiré tel scientifique a inspiré tel texte. Alors parfois, il y a des auteurs et des scientifiques qui montrent ce lien directement, en donnant la source, en citant par exemple, mais c'est quand même assez... des cas assez exceptionnels dans l'histoire des sciences et dans l'histoire de la science-fiction. Mais il y a des choses qui sont, à mon avis, beaucoup plus générales, qui traversent à la fois la science et la science-fiction, en réalité. Voilà, j'ai pas d'exemple en particulier là qui me viennent, mais je sais pas si ça répond à la question. Stapledon, mais... Alors oui, c'est vrai, on peut parler de Stapledon. mais alors du coup là, on revient vraiment dans le passé, parce que je sais pas si vous connaissez Olaf Stapledon. Donc c'est un écrivain britannique de science-fiction du début du XXe siècle, il est moins connu que H.G. Wells ou que Jules Verne, mais il a joué quand même un rôle très très important. En tout cas, et surtout pour ce lien avec la question de l'évolution humaine, parce qu'il écrivait des romans qui s'étalent sur 2 milliards d'années, voire plus. Ce qui est intéressant d'ailleurs en tant qu'exercice d'écriture, parce que est-ce qu'on peut vraiment écrire un roman qui s'étale sur une période de temps aussi longue? Comment ça se passe narrativement? Est-ce qu'on n'est pas en train de briser les limites de ce qu'est l'exercice narratif en cherchant à écrire une histoire sur 2 milliards d'années? D'ailleurs, dans son premier roman, donc les derniers et les premiers, de 1930, il n'y a pas de personnage. Donc c'est quand même un texte un peu particulier à lire en tant que roman, mais qui a eu un très très grand succès à l'époque. Il était très apprécié par tous les écrivains modernistes anglais de l'époque. Virginia Woolf était une grande fan, par exemple. Donc à cette époque-là, il a eu un grand succès, il a été un petit peu oublié depuis.
Et donc, bon, c'était aussi un intellectuel de son temps. Il était ami avec tout un tas de scientifiques, et notamment en génétique des populations de l'époque, comme Haldane. Et en fait, donc je ne sais pas si vous connaissez ce roman, les derniers, les premiers, mais c'est un roman assez extraordinaire, donc où en fait il nous raconte l'histoire de 18 humanités successives à travers donc ces 2 milliards d'années. Et donc chaque humanité, évidemment, à un moment, à cause d'une catastrophe ou parce qu'elle s'autodétruit, elle disparaît. Mais la vie continue et elle réémerge avec sur des critères qui sont complètement aléatoires. Alors du coup, on a une humanité volante, par exemple. On a une humanité qui a parfois juste des variantes mineures, comme un doigt en plus, ou qui fait 1 mètre en plus ou 1 mètre en moins. Et puis il y a une humanité qui va être très très forte en biologie et qui va développer une espèce d'art plastique vital qui va lui permettre de manipuler le vivant pour le rendre, pour l'embellir, quoi, par exemple. Et puis c'est eux qui vont créer l'humanité suivante, qui a une sorte de cerveau sur pattes, qui va être génial, mais qui va finir par mourir parce qu'il n'a pas de contact physique avec le monde qui l'entoure, quoi. Donc c'est vraiment chaque espèce humaine qu'il nous décrit, c'est quasiment un roman à part entière, quoi. Et comme dans tous les romans de science-fiction, il y a une invasion martienne. Et les martiens sont décrits de manière, c'est des sortes de nuages qui sont pas tout à fait gazeux, pas tout à fait gélatineux. Enfin, c'est une forme de vie absolument incroyable. Enfin voilà, c'est une très grande créativité sur ce plan-là, quoi. Ouais, je voulais juste rebondir. Je vois un petit peu l'influence d'Haldane pour le coup, parce que pendant tout le 19e siècle et puis début du 20e siècle, on expliquait à peu près toutes les particularités des espèces, ainsi de suite, par la théorie de l'évolution. Et puis au milieu du 20e siècle, on commence à se rendre compte qu'il n'y a pas forcément que ça qui a influencé l'évolution des espèces. Il y a aussi le hasard, tout simplement. Donc c'est assez lié avec ce que tu viens de décrire. Et donc il y a effectivement, là je sens cette inspiration Haldane et compagnie, toute cette école de pensée, où on commence à se rendre compte qu'en réalité, peut-être que pas mal des choses qui nous constituent, nos différences morphologiques entre humains, mais également différences entre un oiseau des Galapagos et d'une île et d'une autre, c'est peut-être simplement le hasard qui a fait ça. C'est ce qu'on appelle la théorie neutraliste de l'évolution, qui a été développée surtout dans les années 60 par un mathématicien japonais qui s'appelle Moto Kimura. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on sait de cette théorie appliquée à l'homme, juste pour brancher sur ce qu'on sait aujourd'hui, hein. C'est que c'est ni Darwin ni Moto Kimura qui avaient raison, ils ont tous les deux tort. Si on prend le génome humain et qu'on essaye de séparer ce génome humain entre les parties qui ont évolué sous neutralité, donc au hasard, les parties qui ont évolué sous sélection positive, sélection darwinienne, et puis le reste, en fait, la grande majorité, c'est le reste auquel personne n'avait pensé. C'est qu'en fait, la plupart du génome évolue sous ce qu'on appelle la sélection négative. C'est qu'en fait, chaque mutation qui apparaît est dégagée. En fait, on ne veut pas de mutation à cet endroit-là. Et vous le savez tous, il y a des maladies génétiques dans la population qui apparaissent tous les jours, ainsi de suite. Et c'est ça qui en réalité a le plus grand effet sur la diversité génétique humaine, c'est l'apparition de ces mutations constantes qui peuvent être délétères et qui sont éliminées de la population. En tout cas, dans ce qui est du génome codant. Donc, oui, le hasard peut avoir un effet important, surtout quand on passe par des populations de petite taille, et ça c'est assez intuitif, hein. C'est ce processus donc d'évolution un peu neutraliste qui est conditionné au fait que la population passe par un goulot d'étranglement, donc un moment où il y a très peu d'individus. Le principe est très simple, vous avez un sac de balles avec des couleurs différentes. Si je pioche 50 000 balles, évidemment j'aurai une bonne représentation de la population. Si j'en pioche 2, je vais, par malchance ou chance comme vous voulez, prendre peut-être des 2 individus qui ont des mutations qui sont responsables de maladies.
Et ce processus fait que voilà, on peut potentiellement avoir des changements, des sauts, je ne vais pas dire évolutifs, mais bon, on peut le dire quand même, des sauts évolutifs qui sont liés à ce hasard qui peuvent arriver. Alors d'ici à avoir des hommes volants, par contre... Non. Par contre, justement, avec le monde moderne actuellement, avec la mondialisation, est-ce que justement c'est... Donc Homo sapiens n'est pas la première espèce humaine et ça sera peut-être pas la dernière, mais justement avec la mondialisation actuelle, avec le fait qu'on a relativement énormément, enfin il y a peu de populations qui sont complètement séparées du reste du monde, est-ce qu'on est encore en... Enfin, est-ce que l'humanité a encore la chance, la possibilité de peut-être de voir apparaître une deuxième espèce humaine, comme par exemple Néandertal et Sapiens ont coexisté? Non. C'est un peu le principe de Sense8, la série Netflix, qui imagine qu'à l'intérieur de la population, il y a un groupe pas forcément caché, mais qui est relié par un psychélium, c'est-à-dire un champignon mais psychique. C'est sympa, j'aime bien. J'adore quand on commence à faire du Babelfish en science-fiction. On a toujours un peu des côtés extrêmement poétiques. Et donc ces personnes-là sont reliées psychiquement entre elles par petits groupes de 8 et sont très différentes des sapiens. Il y a l'homo psychélium et l'homo sapiens qui se côtoient depuis toujours et en fait on ne le sait pas. Et il y a certains sapiens très élevés qui cherchent les psychéliums pour les buter, évidemment, parce que ça c'est notre genre. Et donc voilà. La chose qui m'a toujours un peu heurtée dans cette histoire, du point de vue... Il y a toujours un moment où la vraisemblance vous tape dans la figure. J'aime bien l'histoire, c'est pas la question. Mais pourquoi 8 déjà? Pourquoi le psychélium, il relie pas, comme le ferait dans n'importe quelle forêt, tous les champignons de la même espèce? Pourquoi ils sont pas tous reliés, déjà, et d'une? Pourquoi 8? Et puis alors, le numéro sur « ils naissent le même jour ». Là, ça, c'est la métaphysique à la Wachowski. On est dans une espèce de spiritualité bizarroïde, matinée de science, qui nous amène tout droit au Messie. Faut pas... c'est là qu'ils vont. Vas-y, parce que je pense que je pourrais développer, mais bon... C'était juste pour aussi développer un petit peu mon nom qui était un petit peu péremptoire. Oui. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Chez l'homme, contrairement à pas mal d'autres espèces, le fait que des populations restent séparées les unes des autres ne sont pas uniquement basés sur des critères géographiques. Une montagne qui sépare deux populations qui finissent par devenir des espèces différentes. C'est pas uniquement sur des critères qui sont biologiques. En mutant un ou deux gènes chez un coléoptère, on peut faire que son pénis va pas pouvoir rentrer dans la zézette de la madame coléoptère. Donc ça marche pas. Ouais, je sais pas. Moi non plus, je sais pas en fait. Et donc, non, par contre, il y a quelque chose de très fort dans notre espèce, c'est la culture. Et effectivement, cette culture-là, elle peut aussi imposer, on a déjà commencé à en parler un petit peu, mais je le rappelle, imposer des barrières reproductrices très fortes entre populations, et c'est quelque chose qu'on sait et qu'on voit encore aujourd'hui. Dans cette culture, je mets beaucoup de choses. Il y a la langue, évidemment. Des personnes qui parlent des langues différentes ont moins tendance à se marier ensemble que des personnes qui parlent la même langue. C'est tout à fait évident. Mais on le voit aussi au niveau religieux. Si on prend par exemple les différentes castes en Inde, vous connaissez sûrement les intouchables et les castes hautes, ainsi de suite. On voit des différences génétiques systématiques entre ces groupes-là, alors qui sont subtiles, attention. Je parle de choses qui sont vraiment fines à détecter, mais qui sont quand même visibles, et qui sont uniquement liées au fait que les intouchables se marient avec des intouchables et les hautes castes avec les hautes castes. Et c'est quelque chose qui se maintient depuis des centaines, potentiellement milliers d'années. Donc la culture peut avoir une force énorme là-dessus. Mais cette culture peut aussi avoir une force énorme dans l'autre sens, à amener au métissage, pour des raisons diverses et variées qu'on peut détailler. Mais voilà. Donc là, pour répondre à ta question, c'est pas non, c'est oui, si l'homme décide. C'est l'autre façon d'hybrider qu'utilise Butler, justement, et qu'on retrouve dans le roman qu'elle refuse de publier, qu'elle refuse qu'il soit publié, où l'héroïne se retrouve à s'adapter, enfin la protagoniste se retrouve à s'adapter à deux cultures différentes.
D'abord, elle est adoptée par... c'est une enfant sauvage dans un désert. Et elle est adoptée par on va dire une secte de... Ils s'appellent les missionnaires, c'est des évangélistes intégristes. Et elle est obligée de s'adapter à eux, puisqu'ils lui ont sauvé la vie et qu'ils l'élèvent. Et ensuite, elle va s'adapter aux extraterrestres qu'elle va retrouver sur l'autre planète. Et objectivement, Butler montre bien qu'il lui est plus facile de s'adapter aux extraterrestres qu'aux intégristes religieux. Et c'est la vraie... en fait, c'est un des vrais thèmes de cette histoire, c'est que l'adaptation, pour elle, est aussi une forme de métissage, une autre forme d'hybridation. C'est ce qui permet ou ne permet pas la reproduction. D'ailleurs, elle ne se reproduira pas avec les missionnaires, alors qu'elle va se reproduire avec les extraterrestres, la dame. Donc, on est vraiment dans elle est au cœur des questions de génétique des populations, Butler. C'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Mais du coup, juste pour rebondir sur ce que tu disais justement tout à l'heure, il y a aussi une chose, en science-fiction, les apparitions de nouvelles espèces sont généralement assez instantanées. C'est-à-dire que tu parlais de Sense8, je pourrais citer Plague Earth, par exemple, d'une certaine autrice autour de cette table, ou X-Men, qui est vachement plus connu. Dans Sense8, en fait, ils sont là depuis Néandertal, les gens. Alors qu'effectivement, dans X-Men, et pour ne pas parler de mon bouquin où c'est du what the fuck pour faire passer le message philosophique, j'ai toujours l'impression de tricher quand je fais ça. Donc, on va parler de gens qui ont au moins donnent pas l'impression de tricher eux. Donc, pour les X-Men, effectivement, c'est l'apparition de mutations qui sont clairement liées aux essais nucléaires à l'époque. C'est la grande trouille de la guerre froide, c'est la peur de la radiation, etc. Et énormément en fait des mutants de l'univers X-Men ou enfin les Marvel, les DC Comics, etc. Ils sont le fruit d'une mutation liée aux radiations d'une façon ou d'une autre. Les Fantastiques se prennent, je ne sais plus quelle radiation spatiale dans la figure. Spider-Man, c'est l'araignée radioactive, dont on ne sait pas pourquoi elle est radioactive, totoche. Voilà, c'est systématiquement, il y a la peur du nucléaire qui est tapie sous la naissance des mutants. Là où c'est intéressant, c'est que cette peur de la guerre froide, je crois qu'elle est presque morte. Et j'ai l'impression que la terreur climatique dans laquelle on vit, qui est l'angoisse climatique qui saisit les générations de maintenant, elle a pour l'instant pas créé tellement de mutants, j'ai l'impression. Mais c'est peut-être juste une vision. Ouais, non, pour rebondir sur ce point, moi je trouvais que, alors ça va être une hypothèse assez spéculative, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression quand même depuis quelque temps, il y a quand même un changement profond dans notre appréhension de l'histoire et de l'évolution humaine, justement. Parce que bon, il y a quand même, c'était il y a une trentaine d'années, on parlait de la fin de l'histoire, etc. Alors qu'aujourd'hui, il y a quand même la fin des grands récits, etc. Alors qu'aujourd'hui, au contraire, on est dans une phase de retour des grands récits. Et des grands récits, justement, qui sont aussi des récits de l'espèce, où on va revenir à des âges beaucoup plus anciens pour créer une sorte de narration de l'espèce humaine, de sa place dans le monde, etc. Et je pense que c'est peut-être aussi lié à une forme de réaction, peut-être, aux enjeux climatiques. Il y a énormément d'auteurs, et notamment d'autrices, qui imaginent effectivement l'après, sans parler du mur dans lequel on va là, de façon plus proche, des auteurs comme Becky Chambers, par exemple, qui vont imaginer des futurs apaisés, mais très lointains. Effectivement, je pense qu'il y a une forme de besoin de résilience, de catharsis par rapport à la catastrophe qui arrive, mais on a aussi parallèlement énormément de récits post-apo. Là, quand même, le dernier film qui sort juste hier, je crois, ça devait être hier, c'est Furiosa, c'est du Mad Max. On est... La science-fiction, elle peut faire les deux, de toute façon. Ça a toujours été son truc. Et puis, il faut se souvenir que, bon, à la base, c'est une création de femmes. Frankenstein, c'est une histoire écrite par Mary Shelley, qui imagine la façon dont la science peut être transgressive et dépasser la mission divine. Et depuis, on se bat contre ce message, puisque quand même,
le message anti-techno dans Frankenstein, il y est aussi, même si c'est un message politique qui est quand même en train de signifier que la révolution industrielle est en train de tuer plein de gens. Il y a ça aussi derrière dans Frankenstein. Et on se retrouve toujours dans cette même ambiguïté. D'ailleurs, juste derrière, on va avoir une réaction par les auteurs masculins. Il va y avoir au moins une demi-dizaine d'ouvrages écrits par des mecs pour envoyer les dames que la révolution industrielle pousse en dehors du foyer, puisqu'elle les envoie travailler. Et pour vite les renvoyer à la maison, à la cuisine et à la chambre dont elles n'auraient jamais dû sortir. Et à commencer par Marie Shelley en personne. Donc ça devient très très vite une littérature de mecs qui ne parle que, d'ailleurs que de mecs, fondamentalement. Hein. Pendant très longtemps, le personnage de science-fiction basique, c'est la fille du professeur, hein, qui va s'évanouir dans les coins en mettant son poing dans la bouche parce qu'il ne faut pas crier, le monstre va la voir. Et le héros la sauve. Non, je caricature beaucoup, hein, mais on a eu beaucoup ça. Et là, il y a une nouvelle façon de mettre fin au monde et une nouvelle façon de dépasser la fin du monde, qui est vraiment très légèrement décalée par rapport à celle qui envisageait le feu nucléaire. Mais au final, on se retrouve avec le même type de récit, ce qui est quand même assez extraordinaire. Je vais juste revenir un petit peu sur les X-Men, juste pour dire une chose. En fait, quand on parle des X-Men à des enfants de 8 ans, ça fonctionne tout aussi bien, je pense qu'il y a quelques dizaines d'années. Il n'y a pas que la peur du nucléaire qui est effectivement sûrement moteur dans la rédaction de ces récits, mais il y a aussi un fantasme de base chez n'importe quelle personne de pouvoir se transformer, de pouvoir avoir des super pouvoirs, et ainsi de suite. Et ça me permet de rebondir un petit peu sur à quel point ces super pouvoirs sont réalistes en fait, chez l'homme et avec la génétique. Parce qu'on parlait de création d'espèces, pour moi, les X-Men ne sont pas des espèces différentes, ce sont juste des mutants au sein de l'espèce, quoi. Hein. Ce sont des... C'est une population à part ? Non. Bah, ils ne transmettent pas leur... Oui, c'est ça. Il faudrait qu'ils soient au moins une dizaine, pour être pareil, pour pouvoir dire et être isolés génétiquement des autres, pour pouvoir commencer à parler de population. Et donc oui, c'est un fantasme parce que tout simplement ça marche pas comme ça, comme vous pouvez vous en douter. Hein. La génétique n'est pas toute puissante. La plupart des mutations qui apparaissent dans le génome humain et qui ont un effet fort sur notre organisme, ce sont des effets, comme on l'a dit précédemment, délétères, comme je l'ai expliqué juste avant. Donc ce sont des mutations qui vont nous rendre malades plutôt que nous donner des super pouvoirs. Alors il y a quelques rares exemples que j'ai tendance à donner aux élèves à qui je parle en classe pour leur expliquer un peu l'ADN. C'est par exemple des hypertrophies musculaires qui fait qu'un petit gamin de 5 ans va avoir une musculature de bodybuilder, et ainsi de suite. Donc il y a des exemples, mais ce sont des exemples extrêmement rares de mutations qui, en plus d'avoir un effet qui a l'air d'être cool, vont avoir aussi des effets néfastes très clairs, quoi. On a souvent aussi cette image de l'autiste d'Asperger qui va pouvoir se rappeler de tout un tas de choses, et puis au final, c'est pas forcément très agréable d'être autiste Asperger dans toutes les situations qu'il rencontre socialement. Donc voilà. Et aussi, il faut bien comprendre que la grande majorité de l'évolution, elle ne se fait pas par une mutation qui apparaît dans un gène. Ça, c'est super important. C'est vraiment un message qui doit bien rentrer dans la tête de tout le monde, surtout des auteurs de SF qui sont présents ici. On ne change. Il y en a plein, j'espère. On ne change pas une population par une mutation dans un gène. Ça n'arrive quasiment pas. Donc, je m'explique un petit peu. La plupart ce qu'on va appeler des traits qui nous constituent, comme la couleur de notre peau, notre couleur de nos yeux, qui sont ceux qu'on voit, qui sont simples à expliquer, ont un déterminisme génétique qui est complexe. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas un seul gène qui est responsable de ce trait-là, c'est plein de gènes différents. Alors, ça dépend des traits. C'est ça qui est un petit peu perturbant pour la plupart des gens qui ne connaissent pas le sujet en profondeur. Quand on va regarder la couleur des yeux, on se dit mais ça fonctionne presque comme un seul gène, effectivement. C'est presque le cas pour la couleur des yeux. Mais pour la grande majorité des traits, comme la taille, en réalité, c'est plus d'un millier de gènes qui sont responsables de la couleur, de votre taille, de la taille des individus, de la stature. Donc comment ça fonctionne ? En fait, c'est très simple. Vous savez tous que la taille est héritable. C'est qu'en fait, on a tendance à être plus grand si nos parents sont plus grands. Donc on voit que c'est génétique. Mais ce n'est pas une mutation qui est responsable de ça. C'est simplement vos parents qui vous filent 800 pièces à deux faces, et chaque pièce va dire
t'es un peu plus grand d'1 millimètre et t'es un peu moins grand d'1 millimètre, et à votre naissance, vous jetez des pièces en l'air et vous voyez ce qui tombe. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on finit avec une taille qui est plutôt grande parce qu'on a au départ dans ces 800 pièces pas mal de pièces qui nous disent d'être un peu plus grand, mais on peut très bien être petit. Donc, et c'est comme ça que fonctionnent la plupart des traits dans les populations humaines et pas que humaines évidemment. Donc c'est ce qu'on appelle un trait qui est polygénique, et la conséquence de ça, c'est qu'en fait la vitesse d'évolution est différente. Et ça aussi c'est quelque chose qu'il faut bien recomprendre. On a parlé un petit peu de temps évolutif brièvement. On a dit les espèces émergent d'un coup comme ça, et ainsi de suite. On est au cœur de cette question-là, qui est complètement souvent foireuse dans l'ASF ou même dans la science. C'est que l'évolution d'un trait ne se fait pas rapidement ou comme on l'imagine, quoi, hein. Donc concrètement, pour que un trait évolue, chez l'homme, c'est plusieurs milliers et milliers d'années, juste un trait. On a un exemple qui est assez classique, que vous connaissez peut-être, qui est la digestion du lait, qui est une mutation qui est apparue il y a à peu près 6 000-8 000 ans, et qui est aujourd'hui présente dans plus de, on va dire 70% des gens dans cette pièce. C'est le cas le plus fort de sélection de tout le génome européen. Donc c'est un cas absolument extrême de chez extrême. Donc là, oui, en quelques milliers d'années, on a quelque chose qui passe, une population qui passe de je ne sais pas digérer le lait à l'âge adulte à une population qui passe à au moins une grande majorité de la population peut digérer. Mais c'est un cas absolument extrême. La grande majorité de l'évolution des traits, c'est plutôt j'ai plein de mutations déjà il y a 6000 ans qui font qu'on est un peu plus grand, un peu plus petit, et ces mutations vont fluctuer un petit peu chacune en fréquence dans la population, et qui fait qu'elles vont en moyenne toutes être un petit peu plus fréquentes dans la génération la plus récente. Et cette évolution-là, elle est beaucoup plus malléable, au final beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide, parce qu'en fait on a déjà la mutation qui sont présentes. Elles sont toutes là dans la population, elles ont toutes un petit effet, elles n'ont pas d'effet délétère ni quoi, mais par contre on a cette facilité avec un changement environnemental qui est constant de faire que ces mutations changent un peu, montent un peu en fréquence, diminuent un peu en fréquence et modulent un petit peu la taille de la population. Donc voilà. Ouais, ce que je trouve très intéressant dans ce que tu nous racontes, c'est que finalement, il y a quand même tout un tas de notions qui sont très courantes, mais qui nécessitent quand même d'être un peu déconstruites, comme par exemple, qu'est-ce qu'une espèce ? Qu'est-ce qu'une population ? Et ça, c'est des termes qu'on utilise dans le langage de tous les jours, quoi, et pas forcément avec les mêmes significations en réalité. Et je pense que c'est des notions qui sont au travail, que nous travaillons aussi quotidiennement, alors dans ta discipline, mais je pense que dans la science-fiction aussi. Je pense qu'il y a différentes conceptions de qu'est-ce que c'est qu'une espèce, qu'est-ce que c'est qu'une interaction entre espèces aussi dans la science-fiction. Et que, après, il faut voir d'un texte à l'autre, hein. Je pense que il y a tout un tas d'auteurs qui vont reproduire les clichés qu'on peut avoir sur ces notions-là. Et il y en a d'autres qui, au contraire, vont réfléchir à qu'est-ce que c'est que ces notions-là, comment on peut s'en débarrasser, comment on peut les mettre en valeur ou les transformer même. Ou alors c'est tout simplement pas l'enjeu du texte, c'est la boîte magique dans laquelle on sort la situation philosophique qui nous intéresse et on pousse le potentiomètre dans l'autre sens. Mais c'est vrai que des autrices comme Butler et même Stapleton et d'autres se sont quand même attachées à avoir à minima une certaine vraisemblance. Le problème, c'est que cette vraisemblance, elle s'appuie souvent sur effectivement les clichés que tu démontais tout à l'heure ou dont tu parlais ici, et qu'elle concourt parfois à infuser dans la population générale des choses qui sont au final dommageables, où on croit comprendre un phénomène parce que on l'a entendu schématiser un nombre infini de fois, et au final ça donne des situations discriminatoires, ça donne une mécompréhension totale, par exemple, de ce qu'est le genre au sein de l'humanité. Hein. Là, à tout hasard, là, juste celui-là, là. Et que donc des gens peuvent dire très sérieusement, oui, mais bon, il suffit d'aller au collège pour savoir ce que c'est que le genre. Ben non, Toto, faut pas se contenter de ce que tu as appris au collège, qui n'est que
vaguement la surface de la chose et qu'on t'a schématisé pour que tu comprennes dans ton petit cerveau tout mignon de collégien. Maintenant, si tu veux vraiment le comprendre, il va falloir lire des choses plus grosses et ouvrir ton esprit plus grand. Et ça, c'est un effort que tout le monde n'est pas prêt à faire. Il faut on sent la prof qui parle. Non, mais pas du tout. Ouais, ce que j'aime beaucoup dans Butler, c'est ça justement, c'est comme tu le disais en fait, c'est que l'hybridation entre espèces extraterrestres, pour moi, j'ai aucune notion d'un moindre embryon de scénario qui me permet d'expliquer que ça puisse exister. C'était long comme phrase. Cela dit, dans Butler, elle met en place tout un système biologique qui justifie ça, et moi, ça passe crème. Mais la poésie, elle peut être très très étayée. Et là, justement, dans le genre en particulier, elle joue beaucoup. Et la SF et Butler en particulier ouvrent aussi la question qui aurait été intéressante de traiter aujourd'hui, mais on n'a plus trop le temps. C'est évidemment celle de l'évolution volontaire, enfin de l'évolution volontaire, de la manipulation volontaire du génome. Sélection artificielle. Exactement, pour contrôler la direction de l'évolution humaine. Et alors là, se pose plein de questions. Déjà, comment on fait ? Aussi, quelle est la cible ? Sur quels critères ? Sur quels critères, exactement. Qu'est-ce qui est... Alors, je crois que ce matin, ça parlait de version optimisée. C'est qu'est-ce qu'on cherche à atteindre et quels critères et est-ce que c'est bon pour tout le monde ? J'ai juste deux petites choses vite fait. Il y a deux manières de faire cette sélection artificielle. Il y a celle des Bene Gesserit dans Herbert, où sur 10 000 ans, ils vont faire des croisements volontaires. Ça tombe tellement bien. Oui, j'étais obligé de le dire. Donc, pour faire le Kwisatz-Haderach, donc il y a ce système de sélection artificielle que je trouve assez cool, parce qu'en fait, pour moi, c'est même pas la science-fiction. Enfin, je vais venir à ça. Parce qu'en fait, Herbert, il s'était inspiré directement de ce qu'on faisait en agronomie, tout simplement. Donc, c'était très logique. D'ailleurs, je trouve c'est très inspirant aussi, quoi. Là où c'est complètement foireux, c'est qu'on sait très bien que la sélection artificielle ne marche pas. C'est que, vous le savez tous, en fait, quand on fait une sélection artificielle, on se base sur des critères qui sont souvent esthétiques, par exemple. Et on se retrouve avec des Doberman avec des dysplasies de la hanche parce qu'on n'a pas pensé à faire une sélection sur le fait que le bassin allait être foireux. Donc ça ne marchait pas, en fait. Ça ne peut pas marcher. Et des jolies tomates, mais qui n'ont aucun goût. Par exemple. Donc voilà, il y a une autre manière de faire cette sélection artificielle qui n'est pas sur 10 000 ans, même si j'aime bien celle-là, elle est plus réaliste. C'est effectivement tous les outils qu'on a aujourd'hui pour éditer le génome. Et là, on peut, l'auteur de SF ou l'autrice peut se lâcher complètement là-dessus parce qu'on sait que ça va probablement évoluer beaucoup et permettre de faire tout ce qu'on veut. Mais la question n'est pas de savoir est-ce qu'il y a une limite technologique là-dessus. Je ne pense pas qu'il y en ait vraiment beaucoup, en fait, à l'avenir. Mais c'est plutôt, comme tu le disais, à quoi ça sert et à quoi ça va mener. Parce que nos critères du mieux génétique, on le sait très bien, sont complètement subjectifs. La seule chose qui fonctionne dans la nature, c'est la sélection naturelle. C'est-à-dire en fait à quel point notre patrimoine génétique, en contact avec un environnement donné, va faire qu'on va pouvoir faire plus ou moins d'enfants. Et ça, c'est quelque chose l'homme ne peut pas remplacer, en fait. Il ne peut pas le faire à la place de la sélection naturelle, en fait. Donc ça ne fonctionnera pas. On ne peut pas faire beaucoup de prédictions en génétique des populations, mais il y a une chose qui est facile à prédire, c'est que si l'homme s'empare de la sélection artificielle pour faire ce qu'il a envie, ça finira forcément en notre boudin. Je voulais juste revenir sur Olaf Stapledon, parce qu'il est intéressant dans cette question de l'évolution contrôlée, parce qu'il est complètement là-dedans. Alors lui, il oscille un peu entre deux concepts, qui est d'abord celui de la terraformation. Donc on transforme un astre, son climat, sa constitution, pour qu'il puisse accueillir la vie humaine ou la vie terrestre. Et l'autre versant, c'est ce qui s'appelle le pantropisme. Alors je ne sais pas d'où vient le terme, il a été utilisé par un écrivain de science-fiction américain dans les années 50, c'est James Blish, mais en référence à Olaf Stapledon directement. C'est dans Aux hommes les étoiles. Ouais. Et donc le pantropisme, il faut transformer notre corps pour qu'il puisse accepter un environnement étranger et hostile. Et donc pour lui, la manipulation génétique, en fait, c'est fait pour s'adapter à l'environnement en réalité, à des environnements dans lesquels on n'est pas. Et pourquoi pas laisser faire la nature du coup ? Dans le vide, c'est un peu compliqué. Parce que son idée, c'est de créer des êtres humains
qui survivent à l'exposition vide. On retrouve ça chez John Scalzi plus récemment. Donc il crée des êtres humains qui sont capables de survivre à l'exposition vide, qui d'ailleurs s'y sentent extrêmement bien. Et toute la question de Bliss dans Aux hommes les étoiles, c'est est-ce que les changements physiques que nous apporterons nous couperont ou non de l'humanité? Mais c'est exactement la même question que pose Butler. Et juste derrière, il y a une autre question que pose Butler de façon beaucoup plus cruciale, qui est: qu'en penseront nos enfants? À quel moment l'hybridation, l'adaptation ou le compromis ou la submission, parce que c'est quand même des questions fondamentales au cœur de l'identité afrodescendante américaine, à quel moment nos enfants vont-ils nous reprocher les choix qu'on a faits pour survivre comme des trahisons impardonnables? Et c'est la question dans Xénogénèse en particulier. Sur cette grande question, je propose d'arrêter là pour aujourd'hui et de laisser un peu de temps pour les questions, s'il y en a. Oui, on peut remercier nos intervenants. Merci beaucoup. Alors, bonjour, je ne sais pas si vous en avez parlé parce que j'étais à l'autre conférence au début, mais de vous entendre sur cette fin de conférence, je voulais juste dire attention à l'eugénisme aussi, puisque en fait, ça dépend si on pense en termes de personnes ou en termes de population. Par exemple, je vais vous parler de la drépanocytose et du paludisme. En fait, la drépanocytose, pour être malade de cette maladie, on a besoin de 2 allèles mutés et effectivement, on va être bien malade et on va en mourir. Par contre, si vous n'avez qu'un allèle muté, alors qu'on pourrait se dire, bon, il faudrait éliminer tous ces allèles mutés, si on a un seul allèle muté, ben en fait, on va être résistant au paludisme. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà discuté. On a effleuré le sujet, mais pas... Voilà, alors que si on avait éliminé cet allèle de la population, cet allèle muté de la population, eh bien, il y a une grande quantité de personnes qui mourraient du paludisme. Et donc, je pense qu'il faut bien faire attention avec un génome augmenté ou autre, faire attention à justement ne pas éliminer ce qu'on pense être négatif et qui pourrait être positif dans un autre environnement. Donc voilà, c'était juste ma petite pensée. On a parlé un petit peu de ça. Toute mutation dans le génome a un effet pliotropique, c'est-à-dire on pense qu'elle a un effet majeur, c'est lui qui nous intéresse, et en réalité elle a plein d'autres effets secondaires, voire adverses, qu'on ne voudrait pas voir. Mais c'est quelque chose qui commence à être décrit. Ce dont vous parlez là, avec la mutation de la drépanocytose, donc la HBS, c'est quand même un cas très particulier. Donc c'est bien d'en parler, effectivement, surtout pour les personnes qui l'apportent, mais ça reste un cas extrême de ce qu'on appelle de sélection balancée, en fait, où en fait vraiment la mutation n'est intéressante pour la survie que quand elle a été hétérozygote. Tout à fait. On a un seul exemple vraiment bien caractérisé chez l'homme, et c'est celui-là. Donc c'est un cas vraiment extrême. Mais il n'empêche qu'il est important de garder soulever dans ce l'esprit, voilà, tout à fait. et de ne pas faire sélection. Et c'est quelque chose qu'on commence à... Il y a un autre effet, je rebondis juste vite fait, et après je laisse la parole. Ça, c'est un effet particulier où en fait, cette mutation-là est responsable de la maladie, mais elle nous permet en même temps de résister contre le paludisme, à Plasmodium falciparum, a priori. Et donc cette mutation-là, si on retire le paludisme, est censée disparaître de la population naturellement. Pourquoi ? Parce que l'anémie, qui est liée à la drépanocytose, fait que on peut vivre, mais on a tendance à avoir un petit peu moins d'enfants que les personnes qui n'ont pas la mutation, tout simplement. Et juste avec ça, ça fait que sur un long temps, on va finir par disparaître. Je suis d'accord avec vous. En fait, vous avez parlé de sélection naturelle. Effectivement, par la sélection naturelle, tout ça diminue, les allèles vont diminuer ou augmenter s'ils ont un intérêt pour la population. Vous dites qu'il y a un seul exemple, il y en a d'autres. Pour la mucoviscidose, il y en a aussi. Il y a des allèles qui sont mutés et qui, à l'état hétérozygote, vont être utiles dans certaines conditions. Donc, non, il n'y a pas qu'un seul exemple. On peut en reparler, mais ça n'a pas été démontré. Non, mais attends, excuse-moi. Je finis juste un tout petit point là-dessus. En fait, ça, c'est l'exemple, en fait, je sais que j'ai pas fini la phrase. C'est l'exemple où, en fait, on a la même mutation qui peut avoir un état avantageux et désavantageux en fonction... mais quand je disais, la grande majorité des mutations ont un effet pliotropique.
en fonction de l'environnement. Et donc notre environnement change, donc une mutation qui était avantageuse avant peut devenir désavantageuse après. Il suffit, comme je vous le disais, il suffit de retirer le paludisme et tout d'un coup cette mutation devient désavantageuse. Donc en fait, vous avez complètement raison, et je juste dépasser le cas de la drépanocytose, c'est le cas de plein de mutations, mais pas dans l'hypothèse que vous suggérez. C'est tout simplement que la grande majorité de ces mutations-là ont un effet qui est environnement dépendant. Et donc, parce que l'environnement change, on va avoir ce phénomène qui va être systématique et qu'on ne peut pas prédire. Exactement, oui. Alors, à part ça, du point de vue de la science-fiction, faut bien garder en tête que, en fait, ces cas-là sont connus depuis un bon moment en SF. C'est même juste une base de départ. Il n'y a aucun, pratiquement, sauf des fachos très très forts que j'ai pas lus, donc voilà, aucun écrivain de science-fiction contemporain va défendre l'eugénisme comme une solution réelle. Et de toute façon, ça finit en eau de boudin en général, comme tu disais toi. Il y a des tentatives, bien sûr. Hein, et on le retrouve, on retrouve les Bennett, les Lax qui font des choses assez très très réussies dans le genre eugénisme, mais c'est toujours vaguement connoté négativement. Hein. C'est juste qu'on n'a pas le temps de traiter toutes les facettes de la question de l'eugénisme et de la génétique dans la science-fiction et de la génétique et de l'eugénisme tout court, qui fait qu'on a un peu glissé sur la question, effectivement. Et je voulais juste ajouter un tout dernier truc, c'est que effectivement, bon, c'est un thème qui est intéressant, la manière dont les écrivains de science-fiction imaginent l'évolution contrôlée technologiquement de l'humanité, mais c'est pas parce qu'on en parle qu'on est forcément d'accord, et c'est pas parce que les écrivains et les écrivaines en parlent que n'ont pas un regard critique dessus non plus. Enfin, ça dépend. Olaf Stapledon, lui, était complètement pour, par exemple, hein, mais c'est un cas particulier. Voilà. Et donc, je vous propose de prendre une dernière question et on libère juste Jana Debat qui doit partir aux Imaginales, donc on peut la remercier encore une fois. Prends la dernière question. Non, j'ai pas de question, ça passe. Oui. Alors j'ai une petite question sur notre, pardon, sur le présent et l'avenir qu'on peut en dériver, enfin qu'on peut prévoir sur cette notion d'évolution humaine, vu qu'on est dans un environnement relativement pollué, avec des PFAS qui vont rester un certain temps, avec d'autres choses. Si on sort du génome et qu'on rentre dans l'épigénome et qu'on sait que ça se transmet tout autant, quel est le risque sur l'évolution humaine, la vitesse évolutive et le crash, pour bien finir? Je n'ai rien à dire. Non, je rigole. Non, juste une réponse très simple. Encore une fois, on n'a pas de démonstration pour l'instant qu'il y a une transmission transgénérationnelle des marqueurs épigénétiques. Donc en fait, on sait qu'effectivement, quand un événement a lieu, par exemple chez la grossesse d'une femme, d'une population de femmes enceintes, ça va avoir un impact sur la susceptibilité aux maladies de leurs enfants, probablement par une transmission épigénétique. Cela dit, les bébés étaient eux-mêmes exposés à cet environnement. Donc c'est pas forcément une transmission épigénétique, ça peut simplement être une exposition du bébé dans le ventre de la maman à un événement particulier. Je pense surtout aux famines qui ont eu lieu par exemple pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est un exemple classique. Le deuxième point, c'est que les cellules reproductrices de ces bébés ont été en contact avec cet environnement. Donc il faut attendre 3 générations pour démontrer qu'il y a un effet épigénétique transgénérationnel. Donc c'est notre critère aujourd'hui pour démontrer si oui ou non on peut avoir une transmission épigénétique. Donc là aujourd'hui, je vous le dis en connaissance de cause, il n'y a pas de démonstration actuelle chez l'homme de transmission épigénétique transgénérationnelle. Donc la réponse est assez courte, non. Oui, chez la souris, oui, mais chez l'homme. Alors moi, j'ai aucun moyen de répondre à la question, n'étant pas un spécialiste du domaine. Cela dit, je voudrais quand même partager avec vous une petite spéculation qui a été faite par un anthropologue des techniques très connu, André Leroy-Gourand, je ne sais pas si vous le connaissez. Et il a écrit pas mal de spéculations sur le devenir de l'humanité. Alors lui, il considérait que chaque changement technologique de l'humanité était un changement d'espèce. Et donc il voyait l'avenir de manière assez pessimiste. Il considérait que pour lui la technologie c'est donc l'humanité qui extériorise ses capacités
cognitive, etc. Et donc, à force de tout extérioriser, on deviendra une forme d'espèce anodonte qui n'aura plus besoin que de presser quelques boutons pour que tout puisse s'accomplir. Et on aura perdu tous nos membres atrophiés, etc. Donc voilà, c'était une petite vision pessimiste de l'avenir de l'humanité selon André Leroi-Gourhan. S'il n'y a pas d'autres remarques, je propose de finir sur cette note optimiste.